Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les blessures émotionnelles. On en a tous eu, on en a tous et on en aura encore d'autres à venir puisque dès que l'on vit une situation compliquée, difficilement appréhendable pour nous, ça peut créer une blessure. La plupart des clients que je reçois en soins en ont forcément puisqu'ils viennent me voir pour ça, soit parce qu'elles viennent d'un lourd traumatisme, soit parce qu'elles viennent d'une situation compliquée, mais peu importe finalement la raison. Euh, mais j'ai remarqué que beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe parce qu'ils ont déjà travaillé ce traumatisme, ils ont déjà travaillé cette blessure et pourtant ça ne va pas mieux. Ils ne comprennent pas ce qui cloche, ils ne comprennent pas ce qui ne va pas. Et c'est là-dessus en fait que je vais axer ces vidéos parce que je me suis rendu compte à travers mon expérience personnelle et professionnelle du coup que la blessure émotionnelle qui se crée au moment d'une situation complexe ou d'un traumatisme, celle-là on la voit plus ou moins, on la sait et on voit celles qui sont connexes. Mais il y en a toute une multitude qui viennent se greffer par-dessus, soit par mécanisme de défense, soit tout simplement parce qu'on entend des choses à droite et à gauche, parce qu'on est soumis au jugement des gens, et on ne le vit pas forcément comme une blessure où on ne s'en rend pas compte parce qu'elle n'est pas dirigée sur nous à cet instant-là, mais c'est des petites choses qui restent ancrées et qui viennent juste s'inséminer dans les cicatrices ou les plaies encore ouvertes. Donc c'est là-dessus que je vais axer ma vidéo. Je vais la découper en deux parties parce que je voudrais faire une vidéo, là, celle-ci, où on va parler des blessures émotionnelles mais liées au personnel. Et la deuxième partie sera, elle, ancrée sur le milieu médical ou soignant. Parce que là aussi, on peut avoir une multitude de blessures qui sont liées au personnel soignant. Euh, Comme c'est ce que j'ai vécu, ça va me pouvoir me permettre d'en parler, puis comme ça, vous allez me découvrir un petit peu plus. Pour commencer, on va commencer par le commencement. Je vais parler de mon père. Mon père était quelqu'un d'extrêmement violent, abusif. Il m'a violé, il tapait ma mère, il nous a tapé, mon frère et moi. Ça a été très très compliqué. Ça, c'est un fait. Les blessures qui ont découlé de ça, elles sont connues, elles sont logiques. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, si on peut dire. Euh, Ce qui est un peu plus tordu et ce qui est un peu plus compliqué à appréhender pour les gens autour et pour nous quand on est dedans, c'est tout ce qui est plus ou moins caché, tout ce qui est vicieux en fait. Pour vous donner un exemple, quand j'étais au collège, je devais passer mon brevet. Mon père ne s'est jamais intéressé à mes études. J'ai toujours été une personne lambda pour lui. Très bien. Arrivé en fin de troisième, au moment du brevet, tout d'un coup, il a commencé à s'intéresser à ce que je faisais, à me mettre la pression, en me disant que j'allais le rater, que de toute façon j'étais un incapable, que je ne ferais jamais rien de ma vie, et toutes ces joyeusetés. Là-dessus, c'est ok, la blessure émotionnelle d'injustice et tout, tout ce qui en découvrait autour, elle était là. Mais moi, j'étais persuadé que j'allais la voir et c'était pas un problème. Et un jour, j'ai tenu tête à mon père et je lui ai dit, si, je vais la voir, tu verras. Et il m'a dit, ce jour-là, si tu l'as, je vous paye le resto. Ok. Je passe le brevet, je vais voir les résultats. J'ai mon brevet, très bien. Au moment de rentrer, en fait, j'avais la boule au ventre parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il va dire? Il va encore trouver quelque chose finalement pour nous rabaisser, pour... Qu'est-ce qui va se passer? Il était dehors en train de bricoler avec notre voisin, qui était une personne adorable, et quand je suis descendu de la voiture, c'est mon voisin tout de suite qui m'a dit alors. J'ai dit je l'ai eu. Il a éclaté de joie, il m'a pris dans les bras, il m'a dit c'est génial et tout ça. Et en fait mon père s'est retrouvé bête. Il a rien dit, il a juste dit c'est bien, et c'est tout. Et nous on est rentré à la maison, et en fait là a commencé une espèce de d'entre-deux où on ne savait pas ce qui allait se passer. Mon père qui normalement rentrait toujours du bricolage vers 18 h quand il bricolait dans le jardin, là, il rentrait pas. On se disait, est-ce qu'on va au resto ce soir ou pas? Et après tout, il avait dit. Mon père, c'était quelqu'un qui était très à cheval sur les horaires, donc on arrivait au resto à 19 h. Enfin, 19 h, il est toujours pas rentré. 19 h 15, il est toujours pas rentré. Bon. On s'est dit, tant pis, on n'y va pas. Et en fait, il est rentré à 19 h 30 en disant, vous m'avez pas prévenu. Personne m'a dit, j'avais dit qu'on allait au restaurant. En fait, vous n'avez pas envie d'y aller, puisque c'est ça, on n'y va pas. Tant pis, voilà. En fait, nous rejeter la faute sur nous. Là, ma mère a dit, sinon, on y va quand même. Donc, on s'est tous habillés et tout ça. On est quand même allé au restaurant. Il a fait la gueule. Ça a été un moment exécrable. Mais voilà. Ça, c'est connu. Je l'ai traité. Je sais. C'est fait. Le vrai problème dans tout ça, c'est que quand j'en ai parlé autour de moi, quand j'en ai parlé à des copains, quand on en parlait à la famille, ce qui est ressorti, c'est ouais, c'est pas très grave, vous y êtes quand même allé, ouais, mais tu l'as quand même eu. C'est toutes ces choses-là qui finalement, moi, à l'intérieur de moi, je peux pas parler pour ma mère et pour mon frère, mais m'a fait ressentir le fait que j'avais pas le droit de me plaindre et que ce que j'ai vécu finalement,
c'était pas légitime parce qu'on était allé au restaurant, parce que c'est vrai qu'on aurait pu aller le chercher, c'est vrai qu'on aurait pu lui dire. Et du coup, ça minimisait la terreur qu'on vivait au quotidien et le fait que bien sûr qu'on aurait pu aller le chercher et aller lui dire. Mais on vivait sous la peur de cet homme en fait. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est resté ancré petit à petit, qui s'est installé de finalement, pourquoi je me plains? Et c'est ce genre de blessures qui sont difficilement compréhensibles pour l'entourage, mais même pour soi, parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on se plaint? C'est vrai, on a eu tout ce qui était prévu, ça s'est pas fait de la meilleure des façons, mais certains nous diront, bah oui, mais il fallait te bouger tout ça. Mais en fait, non. De toute façon, là, à ce moment-là, je ne pouvais pas faire autrement, on ne pouvait pas faire autrement, parce qu'on vivait sous la coupe de cet homme. Un autre exemple, euh, j'ai fait du basket pendant mon enfance. Euh, et un jour au collège, après un week-end de match, on s'est retrouvé à se moquer de moi. Mes copains de classe se moquaient de moi, mais sur des choses personnelles. Et je comprenais pas comment est-ce qu'ils avaient eu ces infos. Je pensais que c'était mon frère qui t'allait raconter les conneries qu'on faisait. Et c'est bizarre parce qu'il y a des choses qui collaient pas, qui étaient grossies. Bon. Et puis un deuxième week-end, et puis un troisième week-end. Et en fait, j'ai compris un jour, parce que j'ai surpris la conversation de mon père qui venait me voir au match, qui discutait avec les autres parents de mes copains de classe, où il racontait tout ce que je faisais de mal en fait à la maison, en grossissant bien sûr, en n'hésitant pas à mentir sur certaines choses, pour se faire passer pour une victime. Et moi derrière, en fait, je me suis retrouvé à être montré du doigt et à être jugé à l'école et au collège, en plus c'est pas forcément la meilleure période, pour des choses qui étaient la plupart fausses. Et là aussi, en fait, quand j'en ai parlé à ma mère, bon, elle n'avait pas trop pouvoir dessus, j'en ai parlé à mon père, il m'a dit que bah non, de toute façon c'était la vérité et que bah voilà. Et quand j'ai essayé d'en parler à mes camarades de classe, ou à mon entourage, ou même aux psy que j'allais voir, on me disait juste, c'est pas grave, faut passer à autre chose. Bah en fait non, ça se fait pas comme ça non plus, parce que là, euh, non seulement on vit au quotidien quelque chose de compliqué, mais en plus ça s'exporte ailleurs, et ces personnes viennent nous mettre la tête dedans, et on n'arrive pas à s'en sortir en fait, parce que on se retrouve seul. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que petit à petit, j'ai développé, je me suis isolé en fait. Alors déjà, moi, mes capacités qui me permettent de voir tout ce qui est négatif ou lourd chez les gens, autant vous dire que mon père, je voyais vraiment comme un démon à cette époque-là. J'avais pas encore la notion de mes capacités, mais je me suis vraiment retrouvé seul parce que je percevais la malveillance des gens, la moquerie, tout ce qui en sortait. Et petit à petit, je me suis isolé, petit à petit, je me suis retrouvé à l'écart. Et je me suis juste dit qu'en fait, bah, c'est ce qui me protégerait de me mettre à l'écart finalement. Sauf que bah non, pas du tout. Mais j'avais pas les armes et j'avais personne qui était là pour m'aider à m'accompagner là-dessus. Euh, il m'a même fait ça, mon père, et là ça a été encore plus dur pour moi. J'étais apprenti boulanger. J'ai été boulanger pendant 20 ans, même si j'ai 27 ans. Euh, et au moment de mon apprentissage, j'avais passé mon permis 125, je m'étais payé ma moto, j'étais complètement libre et tout allait très bien pour moi. Et ça, c'était très compliqué pour lui à gérer parce que je m'émancipais. Et en fait, un jour, j'ai mon patron qui est arrivé, il bossait pas au même endroit, et qui s'est mis à m'engueuler pour des choses qui s'étaient passées à la maison la semaine d'avant. Et j'ai pas compris. Et en fait, j'ai tilté, j'ai repensé à cette époque au collège, et quand je suis rentré, bah, je suis allé parler à mon père. Et en fait, mon père allait boire le café de temps en temps, là où mon patron bossait, et il se plaignait de tout ce que je faisais de mal à la maison, en disant que bah, lui, il n'arrivait pas à me faire entendre raison, et que du coup, il a demandé à mon patron de venir me faire la morale, en fait, parce que je l'écoutais lui. Donc je me suis retrouvé à me faire engueuler devant tous mes collègues, j'avais 15 ans et demi, enfin 16 ans, devant tous mes collègues pour des choses qui se passaient à la maison, des conneries que je faisais avec mon frère, qui étaient fausses pour la plupart en plus, et c'était juste un moyen de me rabaisser encore. Et là pour moi ça a été la descente aux enfers parce que même si après on est resté sur un cadre professionnel que mon père a arrêté parce que on s'est vraiment engueulé, euh, quand je me quand je faisais une connerie au boulot, ou quand je discutais avec quelqu'un, ou quand bah voilà, je faisais une blague et que j'avais le dessus, ou que c'était pas drôle ou quoi, on me disait pas stop, on venait rechercher ça pour me rabaisser en disant ouais, mais toi, vu ce que tu fais à la maison, et je fais une connerie, je l'assume, on est d'accord. Mais le problème, c'est qu'en fait, là, on vient chercher sur des choses qui ont rien à voir.
Et moi, je me suis retrouvé encore trahi. Trahi par l'adulte, trahi par un responsable, trahi dans mon moi, parce que finalement, j'étais pas jugé sur ce que je faisais sur place, mais j'étais jugé sur des choses et rabaissé sur des choses qui étaient dans un autre cadre et qui, en plus, n'étaient même pas vraies. Et là, ça a été très compliqué à gérer pour moi. Et même si je me suis encore isolé au travail, et si après, bah, au fur et à mesure du temps, ça s'est arrêté, ça est juste venu renforcer cette façon pour moi de m'isoler, de me protéger des gens, qui n'a pas arrêté de se renforcer toute ma vie. Bon, maintenant, j'ai travaillé dessus et c'est ok. C'est ok. Euh, et ça, c'est très compliqué parce que quand on en parle aux gens, encore une fois, ce qu'on a derrière, c'est bah, c'est pas grave, c'est une broutille. Pourquoi tu te prends la tête pour ça? Bah oui, c'est des conneries, c'est quand t'étais enfant, mais même en fait, peu importe. Et c'est comme ça, moi, que je mène mes soins, et c'est pour ça que je fais ces vidéos-là. C'est même si c'est une broutille, l'émotion, la blessure émotionnelle, elle est là. Et en fait, peu importe si la blessure elle-même, la première, le trauma, il est ridicule, si la façon dont on le ressent, elle est énorme et amplifiée, ça doit être pris en compte comme ça. Moi, quand je reçois un soin, je vais pas dire non, mais c'est pas grave ce que tu as vécu, ou ouais, mais enfin, remets ça à sa place, il y a des choses qui ont pire. Même s'il y a pire, si vous le recevez comme ça, si vous le ressentez comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, c'est ça qu'il faut travailler. On ne peut pas minimiser ces blessures-là parce qu'elles sont plus petites que la première. C'est vrai, il faut d'abord traiter la plus grosse, mais après, il faut aussi traiter les autres parce que petit à petit, elles sont nourries tout au long de votre vie par des choses qui sont connexes, par des choses qui y ressemblent. Et ça prend de l'ampleur. Et cette minuscule blessure à la base, qui est passée inaperçue par rapport aux autres, elle est devenue énorme à la fin. Et finalement, elle vous pourrit plus la vie, parce que vous ne l'avez pas traitée, que l'autre. Mon dernier cas, ça va être pour parler des couples. Alors, j'ai eu des couples très compliqués, comme la plupart du monde, forcément. Vu ce que j'ai vécu dans mon enfance, dépendance affective et tout ça, on est en plein dedans. Et trahison et compagnie. Mais je vais parler du couple où j'ai le plus souffert, mais en même temps qui a été le plus formateur pour moi. Je ne vais pas donner de nom forcément parce que voilà. Euh, mais dans ce couple-là, en fait, j'ai rencontré une personne pour laquelle je suis tombé amoureux, heureusement, qui a été énormément blessée par l'homme, de multiples façons, et j'en dirai pas plus. Euh, Quand je l'ai rencontrée, quand on a discuté, elle m'a expliqué avoir guéri ses blessures, que c'était fini tout ça, que tout allait très bien. Elle avait besoin aujourd'hui de réouvrir à l'homme, réouvrir son cœur et réouvrir à l'amour. Parce que finalement, tout ça, ça a été clôturé pendant trop longtemps, pendant des dizaines d'années. Et là, elle sentait que c'était le moment qu'elle était prête. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement bienveillant, d'extrêmement doux. J'ai un côté féminin ultra prononcé. Parce que justement, j'ai manqué d'amour toute ma vie. Et tout ce que j'ai subi, en fait, je ne veux pas le faire subir et je ne veux pas revivre ces situations-là. Donc moi, je suis quelqu'un qui recherche la douceur pour moi déjà, et la douceur pour autrui, parce que c'est comme ça que je suis. Donc je me suis dit, bah génial, on est en plein dedans, c'est exactement ce que je peux lui apporter, on s'aime, on se trouve sympa, c'est impeccable. Ça a très bien marché au départ, 1, 2 semaines. Parce que quand je l'ai rencontré pour la première fois, euh, j'ai senti tout de suite que il y avait quelque chose que c'était compliqué. Mais je me suis dit oui, en même temps, elle a été blessée, blessée par l'homme, elle tente de réouvrir, c'est normal. Donc j'ai dit c'est ok, pas de souci, tout se passait bien. Et puis, quand on a commencé à rentrer un petit peu plus dans l'intimité, quand les semaines ont commencé à passer, elle a commencé à prendre de la distance, à être moins bien. Moi, je me suis dit bon, bah ouais, c'est ok, c'est comme ça, on n'a pas forcément le même caractère. Ça a commencé à devenir plus tendu. Plus les semaines ont passé, plus ça a été tendu. Et plus je commençais à me dire, mais en fait, les blessures, elles sont pas guéries, là, il y a quelque chose qui est en train de ressortir. Et quand j'ai commencé à essayer de lui en parler, elle n'était pas capable de l'entendre parce que c'était pas possible. Après toutes ces années à travailler dessus, c'était clôturé, on lui avait dit, c'est clôturé, c'est fini. Ben, on peut pas dire ça en fait. Un thérapeute, il peut pas dire, ça y est, maintenant les blessures, elles sont guéries parce qu'on sait pas comment ça va ressortir, de quelle façon. Si on passe à autre chose et qu'on va mieux, c'est très bien, mais des fois, ça revient dans la vie. Et puis on se rend compte que bah, c'était pas si guéri que ça. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au départ, finalement, tout se passait bien. Et le fait que je sois quelqu'un d'aimant, que je sois quelqu'un dans la douceur, quelqu'un qui vraiment va prendre soin de ma compagne, c'est venu la reconfronter à ça. Parce que finalement, elle n'était pas prête
à réouvrir son cœur, n'était pas prête à être dans la douceur et dans l'amour. Et ce que j'étais, finalement, la personne que j'étais, a commencé à la mettre mal. Mais elle posait pas le terme dessus parce que pour elle, ses blessures étaient guéries. C'était autre chose. Donc, j'ai commencé à m'éloigner, j'ai commencé à me modifier. Bah, il faut pas le faire, mais quand on aime quelqu'un, malheureusement, des fois on le fait. Et je me suis dit, bon, bah, je sais pas, c'est peut-être moi finalement qui m'y prends pas bien. On m'a toujours dit que j'étais doux, que c'était agréable et tout ça, mais peut-être que finalement pas tout le temps. Bref, j'ai un peu tout essayé, j'ai pris mes distances, pas mes distances et tout. Ça a commencé à devenir n'importe quoi. Parce que moi, j'ai commencé à ne plus être qui j'étais. Elle, elle a commencé aussi à se modifier, à prendre conscience de choses, jusqu'à ce qu'un jour, il y ait un gros clash, et qu'elle prenne conscience que ses blessures n'étaient pas du tout guéries, et qu'elles étaient ressorties. Ça a été compliqué pour elle de l'accepter, parce qu'en plus, j'ai été la personne qui a fait ressortir ses blessures. Euh, et je me suis retrouvé dans la position de l'homme, et dans l'homme avec un grand H, et donc de l'agresseur potentiel. Et là, on s'est retrouvé à vivre une situation horrible, c'est-à-dire que elle a commencé à reprendre en pleine face toutes ses blessures et donc à avoir peur de moi. Pas parce que je lui faisais peur ou parce que j'avais des choses qui lui faisaient peur, mais par exemple, quand on dormait ensemble, si jamais ma main l'effleurait ou quoi, elle sursautait la nuit. Parce que, ben, qu'est-ce qui l'a touché? Parce que j'étais un mec, parce que c'est ces choses-là en fait. On pouvait plus se faire de câlins, on pouvait plus, parce qu'elle ne supportait plus la douceur, parce que elle était revenue en plein dans ses blessures. Et moi, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire, mais je le sais aujourd'hui, c'est que j'ai accepté, après en avoir discuté avec elle, de modifier qui j'étais, c'est-à-dire de renoncer à la mignonnerie, je dirais. Tout ce qui était douceur, tout ce qui était... bah voilà, je lui faisais plus de câlins, c'est ok, on se prenait pas la main, c'est ok, on s'embrassait pas, c'est... Parce que pour moi, dans ma tête, c'était le temps qu'on se répare. Elle m'avait dit au départ, enfin le temps qu'elle se répare, lapsus révélateur, et elle m'avait dit au départ que comme elle voulait réouvrir l'amour et qu'elle savait pas si elle arriverait correctement, mais qu'elle voulait se donner cette chance et tout ça, je m'étais dit bon, là, ses blessures ressortent. Une fois qu'elle aura retravaillé tout ça, parce qu'elle mettait beaucoup de choses en place pour le travailler, ça ira mieux et tout sera bon. Donc je lui laisse ce délai-là. Sauf que ça, c'était une grosse bêtise. Euh, Ce qui s'est passé juste, c'est que bah, moi, j'ai été dans le mal, vraiment, parce qu'en fait, ça fait partie de moi. Je peux pas me passer de mignonnerie, c'est moi. J'ai besoin de ça. Elle m'a vu dans le mal, du coup, elle s'est mise à culpabiliser. Du coup, vu qu'elle s'est mise à culpabiliser, bah, elle a été en quelque sorte mon bourreau. Moi, alors là, on est en plein triangle de Cartman, hein, bourreau, victime, sauveur. Moi, du coup, ben, je suis devenu sa victime, mais à un moment donné, pour lui faire comprendre en fait que j'étais pas ce qu'elle pensait, je suis aussi devenu son bourreau parce que l'enjeu pour moi dans tout ça, c'est que je me suis retrouvé à renier complètement qui j'étais, à plus savoir qui j'étais, à perdre mon identité. Et à ce moment-là, euh, j'ai compris qu'après, ce que j'ai essayé de faire finalement, pourquoi je suis pas parti, c'est parce que j'ai essayé de lui faire comprendre que j'étais pas un agresseur, mais surtout j'ai essayé de me faire comprendre que j'en étais pas. Parce que dans ses yeux, c'est ce que je voyais, dans son énergie, c'est ce que je ressentais. Tout son comportement, puisqu'elle avait peur de moi et pas moi en tant qu'Alexandre, hein, puisqu'elle me le disait, elle me dit je sais que j'ai rien à craindre de toi. Mais elle avait peur de qui j'étais, un homme et un potentiel agresseur pour elle. Et je supportais pas de voir ça dans ses yeux, je supportais pas de ressentir ça dans son énergie parce que c'était faux. Elle le savait, je le savais, mais pour autant, c'est ce qui se déroulait sous nos yeux, là, tous les jours, H24. Et moi, ça me ramenait juste à ce qu'a été mon père, qui a été mon bourreau pendant 17 ans, et je me suis dit, c'est pas possible, en fait, je peux pas être ça. Et là, c'est là où moi, j'avais des blessures à réparer, donc qui sont venues me répéter en pleine tronche, et ça a été infect. Ça a été infect pour nous deux. D'ailleurs, si elle regarde la vidéo, si elle tombe dessus, je tiens à m'en excuser, à présenter mes excuses et lui dire que je lui pardonne parce que je sais bien qu'elle a été dans ses blessures et je sais bien que j'étais dans les miennes. J'aurais jamais dû me modifier. Elle aurait jamais dû accepter non plus que je me modifie et continuer dans ce sens-là, elle. On aurait dû se séparer bien avant. C'est ce qu'on a fini par faire. Euh, Moi, il y a quelque chose qui a été très important posé par ma psy, c'est le fait qu'elle me dise vous avez été déshumanisé. Et en fait, ce mot-là, il m'a fait un bien fou parce que pour être acceptable finalement dans sa maison et vivre avec elle, j'ai été déshumanisé pour n'être que un ersatz de moi. Finalement, je n'étais rien, je n'étais juste qu'une coquille vide qui répondait à toutes ses demandes pour essayer de la mettre à l'aise, mais je n'étais plus personne, je n'avais plus d'identité. Euh,
pour finir, après la séparation, j'ai eu un grand temps encore de déconstruction pour revenir à zéro et me rendre compte que je ne savais plus qui j'étais, ni ce que j'aimais, ni ce qui était bon pour moi, parce que je me suis enregistré des données qui étaient fausses pour correspondre à ses attentes, ce que je n'aurais pas dû faire. Et elle ne m'a pas forcé, hein, c'est moi qui ai accepté, hein, bien sûr. C'est ça le plus vicieux dans tout ça. C'est que finalement, j'ai décidé de faire ça pour l'aider, et je n'ai aidé personne. Euh, et maintenant, j'ai pu commencer à me reconstruire, et en fait, surtout à comprendre qu'il fallait que je pose mes limites, et que c'est ce qui était important, et que tout ce qui n'était plus acceptable pour moi, je devais dire stop et non. Et même si ça veut dire partir alors qu'on aime la personne, eh ben, il faut partir parce que quand on veut aider la personne, si elle n'est pas prête à être aidée, si on n'est pas capable de l'aider, en fait, on devient son bourreau. Et quand on devient son bourreau, on donne raison à la personne de tous les problèmes qui se passent, parce que c'est une réalité, on devient quelqu'un qui agresse l'autre sans le vouloir, et sans cette volonté d'agresser, mais pour autant on la fait souffrir. Donc là, il faut bien entendre que le gros problème, c'est d'avoir accepté tout ça et de s'être mis là-dedans, mais tout ce qui en a découlé, tout ce qui est la perte d'identité, de finalement qu'est-ce que j'aime chez une femme, finalement comment je me comporte chez une femme, finalement bah oui, j'ai été agressé par une femme parce que c'est quelqu'un qui m'a mis dans le mal, c'est quelqu'un qui m'a fait renier tout mon masculin, c'est quelqu'un qui m'a dégoûté de tout ce qui était mignonnerie parce que quand on passe plus d'un an à pas pouvoir effleurer quelqu'un ou quoi parce que l'on nous dit ah c'est dégoûtant, bah on en vient à le croire en fait finalement. Et ça, toutes ces blessures-là, il m'a fallu du temps pour les comprendre, il m'a fallu du temps aussi pour comprendre que j'étais pas quelqu'un de sale ou de dégueulasse parce que je pensais à prendre la main de quelqu'un dans la rue. Euh, on en était là en fait. Et ça, c'est des choses où quand j'ai commencé à en parler, alors à part à ma psy d'ailleurs que je remercie parce qu'elle a été très bien pour ça, on vous dit bah mais c'est débile ce que tu dis ou c'est rien. Et ça vient juste rajouter un peu plus. Cette culpabilisation de par rapport à nos ressentis, elle est juste horrible. Et c'est ça que je veux vous faire entendre et ça que je veux vous faire comprendre. Parce qu'en tant que personne qui les vive, on peut le comprendre, mais on le fait tous au quotidien. Quand les enfants viennent nous voir, quand des amis viennent nous voir pour se confier, quand un enfantin nous dit ouais, c'est rien, c'est pas grave, c'est juste. Mais on ne sait pas comment il a vécu lui. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce que ça a provoqué en lui. Et il faut avoir cette notion de non-jugement, c'est vachement important. Et moi, c'est ce que je fais pendant mes soins, et c'est aussi le but de cette vidéo, vous faire comprendre que ne pas juger la raison de l'émotion de la personne, c'est le plus important parce que ça va lui permettre de l'accepter pour pouvoir après la comprendre et la guérir. Si on commence à mettre un jugement sur les blessures, on se retrouve après à avoir peur de regarder ses blessures parce qu'on se dit non mais en fait j'ai pas le droit de me plaindre de ça. Et c'est juste horrible parce que finalement ça nous fait reporter cette blessure à plus tard. Et elle se nourrit, elle grandit et on en souffre. Donc surtout, si vous avez des personnes qui viennent vous confier leurs problèmes, si vous n'êtes pas capable de les écouter, bah vous leur dites en fait. Vous ne serez pas une mauvaise personne parce que vous leur dites je ne suis pas capable de t'écouter. Au contraire, vous vous respectez, vous la respectez. Il y a des personnes qui sont plus compétentes, ça ne veut pas dire avoir des thérapeutes, mais il y a des personnes qui sont capables d'entendre plus de choses euh, et surtout de les entendre sans jugement. Et c'est ça qui est important. Donc je vous encourage vivement à réfléchir à tout ça, voir si ça vous évoque des choses. Vous allez peut-être prendre conscience que vous avez des petites blessures aussi comme ça à droite et à gauche qui ne sont pas forcément guéries. Ben, c'est pas grave. Vivez-le et il n'y a pas de petites blessures. Il y a vos blessures. Donc prenez-les comme elles sont, accueillez-les et travaillez-les à votre façon et à la façon qui vous convient. Mais travaillez-les pour enfin pouvoir vous en débarrasser parce que on vit mieux après. Et c'est ça le plus important. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette première partie, parce que ça fait déjà 24 minutes. Petite vidéo, Alex. Si vous avez des commentaires, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les faire parvenir soit en message privé ou soit en commentaire sur cette vidéo. Si vous avez envie de discuter d'autres choses, bah vous pouvez aussi, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez des remarques ou d'autres sujets de discussion. Je vous retrouve bientôt pour la deuxième partie et je vous souhaite une belle fin de journée.